Bon, on va avancer un peu. Alors, quels sont les pouvoirs qui sont conférés à l'employeur? Donc, le droit reconnaît au chef d'entreprise des pouvoirs lui permettant d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Donc, ces pouvoirs découlent essentiellement du droit de propriété, fondement essentiel des économies de marché. Ainsi, sur les salariés, l'employeur dispose de 3 pouvoirs. Le pouvoir de direction, le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire. Donc, on va voir le pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise. Le responsable de la bonne marche de l'entreprise, c'est l'employeur. Hein? Okay? C'est lui donc qui organise les services dans le respect des règles conventionnelles et statutaires. Donc, l'organisation du travail, notamment les horaires, comment les gens doivent travailler dans son entreprise, comment les tâches sont réparties, ça, c'est le pouvoir discrétionnaire de l'employeur. L'employé ne peut pas dire que non, vous avez dit 8 heures, mais moi je viens à 9 heures. Non, il ne peut pas. L'employé ne peut pas fixer les horaires de travail. C'est le patron qui fixe les horaires de travail. Donc, c'est lui qui décide de la fixation des horaires, des augmentations de salaire. L'employé aussi ne peut pas imposer à l'employeur l'augmentation de salaire. Il peut proposer et négocier, mais il ne peut pas l'imposer. La répartition du travail également, c'est lui qui les définit. Les affectations de postes et de lieux de travail, ce pouvoir l'autorise à procéder unilatéralement au changement des conditions de travail, en respectant bien sûr la procédure édictée à cet effet, notamment celle liée à la modification substantielle des clauses du contrat de travail. Donc, c'est ce qu'on disait sur le contrat. Il peut y avoir des clauses qu'on peut mettre au moment de signer le contrat, notamment les clauses de mobilité. Donc, si au moment de signer, on avait mis les clauses de mobilité et que les deux parties avaient signé, même si la clause n'était pas applicable au moment de la signature, plus tard, si vous avez besoin de déplacer le salarié pour l'affecter dans un autre lieu, il ne peut pas refuser. On verra plus tard s'il refuse quelles sont les conséquences. Mais si ce n'était pas prévu dans le contrat et que vous voulez maintenant le mettre en place, là, il faudra renégocier avec lui. Okay? Et s'il est d'accord, on va modifier le contrat parce que c'est une modification substantielle des clauses du contrat. Deuxième pouvoir, c'est le pouvoir réglementaire. Il est quand même encadré par la définition du contenu du règlement intérieur et de ses règles d'élaboration. Donc, à partir de 10 employés, vous avez obligation de mettre en place un règlement intérieur. Donc, c'est lui qui définit un peu l'organisation du travail. Et l'employé ou les salariés doivent respecter ce règlement intérieur-là. Donc, c'est le règlement qui fixe les règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline, aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Donc, ça fait partie des pouvoirs de l'employeur. Troisième pouvoir, c'est le pouvoir disciplinaire. Donc, l'employeur exerce sur ses salariés un pouvoir disciplinaire et réglementé par le Code du travail et la convention collective. Bon, là également, c'est encadré. Il ne peut pas sanctionner comme il le souhaite. Hein. Ensuite, contrôlé par le juge afin de protéger les salariés et de sanctionner les abus éventuels. Donc, le pouvoir disciplinaire appartient à tout employeur qui établit des règles que le salarié est tenu de respecter sous peine de sanctions. Alors, dans le Code du travail, on ne définit pas un peu les fautes. Hein. C'est souvent la jurisprudence qui définit les fautes. Alors, quelles sont les conséquences de ce pouvoir? Donc, si un salarié commet une faute relative à ses obligations professionnelles, l'employeur peut décider de prendre une sanction disciplinaire à son encontre. Donc, quels sont les différents types de sanctions qui existent? La première, c'est la réprimande. La deuxième, c'est l'avertissement, écrit ou oral, ou verbal.
Donc, il peut s'agir d'une simple lettre que vous envoyez à l'employé pour lui reprocher un peu les fautes ou un comportement qui n'est pas adéquat. Ensuite, c'est par degré, donc réprimande, avertissement. Ensuite, la mise à pied. La mise à pied ne doit pas dépasser 8 jours. Okay? Vous pouvez également prendre des mesures conservatoires et ça peut aller jusqu'au licenciement, donc qui est la sanction ultime. Okay? Alors, il n'est pas dit que vous ne pouvez pas licencier. Avant de licencier, il faut passer par la réprimande, ensuite l'avertissement, ensuite la mise à pied, etc. Non, ce n'est pas obligatoire. Si la personne fait une faute grave ou lourde, même si c'est la première fois, même si elle n'a jamais été réprimandée, vous pouvez vous séparer de cette personne-là. Il n'y a pas de chronologie qui est définie. On vous donne seulement les types de sanctions possibles. Ça va de la sanction la plus légère jusqu'à la sanction la plus lourde qui est le licenciement. La plus légère, c'est la réprimande. Vous l'appelez dans votre bureau, vous lui faites des réprimandes. Ou alors, vous lui envoyez carrément un courrier de demande d'explication. S'il répond, vous pouvez lui faire un avertissement, que cela ne se répète plus, par exemple. Ou alors, si la faute elle est assez sérieuse, vous lui dites, écoutez, donc pour vous éprouver, je vous mets à pied. Je vous sers une mise à pied, par exemple, de 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, vous restez chez vous, vous ne travaillez pas. Donc à la fin du mois, on va le couper sur votre salaire. Le principe du salaire, c'est que vous travaillez, vous avez un salaire. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire. Okay? Donc ça, ce sont les conséquences de la mise à pied. Ou alors tout simplement, vous décidez de vous séparer de cet employé-là. Là également, on verra quelles sont les procédures qu'il faut mener. On ne peut pas se séparer n'importe comment. Oui. Alors, les rétrogradations, c'est par rapport aux fonctions que la personne occupe. Okay? Vous pouvez la rétrograder. Il était chef de service, vous le rétrogradez, par exemple, dans une autre fonction qui baisse un peu sa grade, comme on dit, quoi. Ou les mutations, vous l'enlevez d'un service pour l'amener dans un autre service, parce que peut-être il perturbe un peu le bon fonctionnement de ce service-là. C'est une forme de sanction aussi, okay? Qui n'aura pas de conséquences financières, par exemple si c'est une mutation, puisqu'il va garder son emploi et son salaire. Mais seulement vous l'éloignez du lieu de travail où il était avant et qu'il perturbait éventuellement. Oui, derrière. Bonjour. Je voulais savoir par rapport à la mise à pied, si ça dépasse 8 jours, quelles sont les conséquences? Vous n'avez pas le droit de dépasser les 8 jours. La mise à pied est encadrée. Sinon, ça devient abusif. L'employé peut vous attaquer devant l'inspection du travail pour n'avoir pas respecté la règle. Parce que vous avez enfreint la règle. La règle, c'est vous devez vous limiter à 8 jours. Maintenant, si les 8 jours ne suffisent pas et que l'employé, par exemple, récidive, en ce moment, vous pouvez passer à une étape supérieure qui est le licenciement. Mais, encore une fois, c'est encadré. Vous n'avez pas le droit de faire ce que bon vous semble. On vous a dit 8 jours, vous restez sur les 8 jours. Si vous faites au-delà, on peut le requalifier comme un licenciement abusif. Sur les sanctions, il y a des limites qui sont également prévues. On ne peut pas sanctionner n'importe comment. Les sanctions discriminatoires sont interdites. Okay? On ne peut sanctionner un salarié sur la base de ses raisons, des raisons d'ordre d'origine liées à son origine, à son sexe, à sa situation de famille, etc. Ça, c'est de la discrimination, c'est interdit. Également, les sanctions pécuniaires sont interdites. Les amendes ou autres sanctions sont interdites. La sanction pécuniaire est prohibée, mais la sanction disciplinaire peut avoir des conséquences pécuniaires. Si vous faites une mise à pied, c'est une sanction disciplinaire.
il reste 3 jours sans travailler, à la fin du mois, il va le ressentir sur son salaire. Ça, c'est différent de dire, oui, vous vous comportez mal, donc à la fin du mois, je vais couper votre salaire. Ça, c'est interdit. C'est une forme de sanction pécuniaire qui n'est pas prévue par la loi. Et ça, il ne faut pas non plus le prévoir dans le contrat ou le règlement intérieur. Ce sera nul d'effet. Ensuite, vous avez, toujours sur le pouvoir disciplinaire, on voit bien que c'est encadré, il y a des procédures à respecter. Alors, l'employeur ne peut valablement prendre l'une des sanctions prévues à l'encontre d'un travailleur que s'il respecte la procédure rappelée ci-après. Demande d'explication préalable avec possibilité pour le salarié de se faire assister, s'il le souhaite, d'un délégué du personnel, si ça existe dans l'entreprise. Ensuite, vous lui signifiez par écrit la décision avec ampliation à l'inspection du travail. Donc, on voit bien que c'est encadré. Vous ne pouvez pas vous lever et licencier quelqu'un. Même si la faute elle est lourde, il faut quand même lui donner le soin ou la possibilité de s'expliquer. Donc, vous lui servez une demande d'explication. Si vous n'êtes pas convaincu par sa demande d'explication, en ce moment, vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante de sanction. Vous le licenciez avec un courrier et vous faites ampliation à l'inspection du travail. Alors, le contrat de travail également peut faire l'objet de modifications. Okay? Il peut y avoir des modifications sur la situation juridique de l'employeur ou des modifications liées aux conditions de travail. Maintenant, on va vérifier si la modification elle est substantielle ou pas. Donc, dans le cas d'une modification liée à la situation juridique de l'entreprise, ce sont les cas liés à la succession, à la vente, la fusion, la transformation du fonds de commerce, la mise en société. Okay? Tous les contrats, la conséquence est que tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employé et le personnel de l'entreprise. On a donné hier l'exemple d'une entreprise individuelle qui veut passer en société. Okay? Auparavant, vous aviez des salariés. Donc, si vous voulez passer de l'entreprise individuelle à la société, donc c'est une mise en société, vous n'allez pas dire que non, tous les contrats que j'avais avant, je les résilie. Je commence à nouveau avec la société. Du moment que vous avez gardé la même activité, le même employeur, c'est juste la forme juridique qui change. Donc, la loi dit que tous les contrats qui avaient été signés au préalable demeurent, okay, avec le nouvel employeur qui va reprendre les employés et continuer avec eux. Okay. C'est pareil s'il y a une vente, une fusion, une transformation de fonds, etc. Okay. Donc, cette modification n'impacte pas les contrats qui avaient été précédemment signés. Alors, il y a des parties importantes qui nous restent, c'est pour ça que j'essaie d'accélérer un peu. Donc ça, c'est toujours le premier cas qui concerne le changement juridique de l'entreprise. Ensuite, il y a des modifications qui peuvent intervenir sur les conditions de travail. Bon, là, il y a deux possibilités. Soit la modification elle a un caractère substantiel ou alors elle a un caractère non substantiel. Donc pour chaque cas, il y a des conditions qui doivent être réunies. Donc le caractère substantiel découle de la remise en cause d'un élément ayant déterminé le consentement des parties, notamment l'emploi, la catégorie professionnelle, la rémunération, etc. Donc au moment de signer le contrat, vous aviez convenu d'un salaire. Okay. Quelque temps après, vous voulez modifier le salaire. Donc ça devient une modification substantielle. Parce que peut-être il s'était engagé sur la base de ce salaire-là. Si vous voulez revenir en arrière pour le modifier, notamment à la baisse, là, ça change beaucoup. Il va falloir que vous vous entendiez là-dessus. Donc, ça doit se faire d'accord partie.
Et en ce moment, le contrat devra être mis à jour avec un avenant, puisque ici, il s'agit d'une modification substantielle. Donc, si le caractère de la modification est substantiel, le travailleur est tenu de s'y conformer. Okay? Si c'était prévu dans le contrat, hein, par exemple, si dans le contrat on avait mis en place une clause de mobilité, ce qui est un caractère substantiel, donc au moment de signer le contrat, il était bien informé, il avait validé. Okay? Quelque temps après, vous voulez mettre en œuvre cette disposition-là, il n'a pas le droit de refuser parce qu'il l'avait déjà accepté au moment de la signature du contrat. Il doit s'y conformer. Maintenant, si la modification a un caractère substantiel mais qu'elle n'était pas prévue au contrat, il y a deux possibilités qui s'offrent. Soit le travailleur refuse, donc dans ce cas, l'employeur peut y renoncer ou licencier le travailleur. Donc, on n'avait pas prévu de vous déplacer de votre lieu de travail. On ne l'avait pas mis dans le contrat. Or, c'est un élément qui a un caractère substantiel. Quelque temps après, je décide de vous affecter dans une autre région. Vous avez la possibilité d'accepter. Si vous acceptez, il n'y a pas de problème. Nos relations contractuelles se poursuivent. Si vous refusez maintenant, okay, et que l'employeur persiste, en ce moment, il sera obligé de vous licencier, de mettre fin à votre contrat. Et on va dire que ce licenciement est imputable à l'employeur et non au salarié. Dans ce cas, il y a des indemnités que vous devez verser. Okay, on verra plus loin les types d'indemnités, notamment l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis. Si vous avez également abusé de votre position pour mettre un terme à ce contrat-là, en plus des indemnités que vous devez lui verser, le travailleur peut vous attaquer devant les tribunaux et réclamer des dommages et intérêts. Donc faites attention quand même quand vous signez un contrat, réfléchissez bien s'il y a des clauses qui méritent d'être mises dans le contrat, même si ce n'est pas d'exécution immédiate, mettez-les quand même. Okay? Ça vous évitera ce type de situations-là, qui peuvent amener à une rupture de contrat, voire même une rupture abusive de contrat. Bon, la modification de la rémunération, pareil, également, a un caractère substantiel. Okay. Le lieu de travail, on l'a dit, ça fait partie des éléments substantiels dans la modification du contrat. De même que la fonction, le déclassement, la rétrogradation. Donc la rétrogradation qu'on a vue tout à l'heure est une forme de sanction également. Okay? Mais c'est une modification du contrat qui a un caractère substantiel également. Ensuite, vous avez les éléments non substantiels qui ne touchent pas et qui ne sont pas très déterminants dans le contrat de travail. Bon, ça, c'est décidé unilatéralement par l'employeur. Et si c'est le cas, le travailleur doit quand même s'y conformer. Okay? Lorsque la modification revêt un caractère non substantiel, le travailleur est tenu de s'y conformer. À défaut, son comportement est assimilé à une insubordination. Là, en ce moment, vous pouvez licencier la personne pour faute lourde, parce que l'insubordination est une faute lourde et c'est un motif de licenciement. Par exemple, vous décidez de changer les horaires de travail, l'organisation, les tâches. Ça, c'est un caractère qui n'a pas ce n'est pas un élément substantiel. Et c'est du pouvoir discrétionnaire du patron. Donc, s'il décide de le faire et que l'employé s'y oppose, en ce moment, ça devient de l'insubordination et donc il peut se séparer de l'employé pour ce motif-là.
Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on avance. Des questions en ligne? Oui. Ça concerne le licenciement en général. Oui. Bon, il y en a une question un peu insolite, mais quand même je vais la poser. Il y a M. Ndoye, depuis Fan Résidence, qui dit: est-ce que dormir en entreprise peut être considéré comme une faute lourde? Et si c'est le cas, est-ce que l'employé peut être licencié? Vraiment insolite. On n'embauche pas un employé pour dormir quand même. Tout à fait. Donc ça, je pense quand même que c'est une faute. Après, le caractère lourd dépend aussi. Si par exemple un gardien qui dort, là c'est carrément une faute lourde. Bon, si c'est une secrétaire qui dort, c'est une faute légère pour moi. Hein. Bon, après, comme je dis, la loi ne définit pas qu'est-ce qui est faute lourde et faute légère. Donc c'est laissé à l'appréciation du juge. On verra tout à l'heure quand on va mettre fin, quand on va entamer le chapitre sur la cessation de contrat, comment y procéder. Hein. Bon, après, il y a quand même certaines fautes que la jurisprudence a déjà définies comme fautes lourdes, hein, comme le vol, c'est une faute lourde. L'insubordination, le risque, on va y venir. Frapper ou insulter son patron, ça c'est des fautes lourdes. Un gardien qui dort, c'est une faute lourde. Quelqu'un qui fume dans un local où il y a des produits inflammables, okay, alors qu'il y avait bien un panneau d'affichage qui interdit de fumer, ça c'est une faute lourde. Bon. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est un motif de licenciement. Après, si on licencie pour faute lourde ou légère, quand même les conséquences ne sont pas les mêmes. Hein. On verra que pour le licenciement pour faute lourde, il n'y a pas d'indemnité à verser. Alors que si c'est pour faute grave, faute professionnelle, on se sépare quand même de la personne, mais il y a des indemnités à lui reverser. Donc c'est là où il y a un peu la différence entre les deux. Ouais. Je pense que donc vous avez répondu à la deuxième question de M. Diallo qui demandait de savoir la différence entre la faute lourde et la faute grave. Donc il y a aussi Moussa Sen qui demande est-ce que pour une faute légère, répétitive, on peut licencier un employé? Oui, on va y revenir également. Ouais. Sur les motifs de licenciement. D'accord. Oui, il y a une question derrière. La dernière, ça concernait, bon, toujours sur les fautes lourdes. Hein. En cas de faute lourde, est-ce que l'employé risque-t-il de perdre ses droits d'indemnité? Oui, on va y répondre aussi. D'accord. Les conséquences d'un licenciement pour faute lourde. Ok. Oui. Par rapport à la clause de mobilité, Oui. si c'est une mission, par exemple, est-ce qu'il y a une durée maximale, par exemple, et est-ce qu'on peut, ou bien est-ce qu'elle doit être définie sur le contrat, genre? Non, ça c'est lié un peu au caractère normal de l'activité de l'entreprise. Hein. Ce n'est pas une clause de mobilité, ça, pour les missions. Okay. Et il n'y La a clause pas... de mobilité, c'est surtout vous déplacer carrément l'employé. Vous lui dites, vous quittez le lieu de travail, maintenant vous allez vous installer à Thiès, par exemple. Ça va devenir votre lieu de travail permanent. C'est différent des missions qui sont ponctuelles. Hein. Et pour les missions, donc il n'y a pas de moyen par exemple, de définir la durée maximale? Non, c'est dans le pouvoir discrétionnaire. Ça rentre dans le cadre de l'organisation du travail. D'accord. Donc si on est envoyé quelque part, quelle que soit la durée, on est obligé d'y aller? On est obligé d'y aller, ça rentre dans le pouvoir, dans l'organisation du travail. Okay. Après, maintenant, il y a des frais qui sont liés au déplacement que l'employeur doit prendre en charge. Par exemple, ça, quand même, c'est défini par la loi. Mais vous ne pouvez pas refuser ce type de déplacement-là, parce que c'est lié à votre mission, à votre fonction même. Maintenant, par précaution, vous pouvez évidemment informer l'employé avant de s'engager. Okay. Par exemple, parfois, ça peut être dans un autre pays que, par exemple, je ne sais pas, qui ne... Là également, c'est régi par le code, hein, pour ce type de déplacement-là. Ouais. C'est différent des frais de mission que vous faites à courte durée dans un pays ou même à l'étranger à courte durée. Mais si ça a un caractère quand même permanent qui peut perturber aussi
le travailleur, puisque quelque part, s'il se déplace à l'étranger, il perd quand même cette possibilité-là d'être à proximité de sa famille, etc. Oui, ça, c'est encadré, oui, bien évidemment. Par l'UEMOA? Non, c'est encadré. Non, je n'ai pas dit par l'UEMOA. C'est encadré par l'employeur, par le contrat qui régit par les deux parties. Donc, pour le Code du travail, ce n'est pas l'UEMOA, c'est le Code du travail. Bien qu'on ait il travaille un peu sur un Code du travail communautaire, mais qui n'est pas encore entré en vigueur. Donc, on est régi par le Code du travail local sénégalais. Okay. Alors, le contrat de travail peut être suspendu. Il y a des cas de suspension qui sont prévus dans le contrat. Parmi ces suspensions-là, il y a l'absence pour cause de maladie. Donc, dans ces cas-là, l'employé, le salarié, doit informer son employeur dans les 6 jours suivant le début de son absence. Et ensuite, justifier la maladie par un certificat médical établi par un médecin agréé dans le délai d'une semaine. Donc, on ne peut pas s'absenter quand même n'importe comment, hein. C'est réglementé. Si c'est pour cause de maladie, il y a un délai qui vous est imposé dans lequel vous devez informer votre employeur et justifier votre maladie par un certificat médical établi par un médecin agréé. Alors, pendant la période de suspension de contrat prévue par la loi, vous gardez votre salaire. Hein? Okay? Vous avez droit à votre salaire. Pendant cette période-là, évidemment, vous êtes payé puisque c'est une absence qui a été justifiée, okay, par l'employé. Donc, lorsque la maladie du travailleur nécessite un traitement à longue durée, le contrat est suspendu jusqu'au remplacement définitif du travailleur pour une période égale au moins de 6 mois s'il totalise moins de 7 ans d'ancienneté, 8 mois entre 7 et 15 ans d'ancienneté et 10 mois s'il totalise plus de 15 mois. Donc, cette durée est celle admise au total au cours d'une année civile. En d'autres termes, il peut y avoir discontinuité dans les délais de suspension. Donc, selon l'ancienneté, il y a un délai quand même plus ou moins long qui est accordé au salarié pour son absence pour cause de maladie. Alors, pendant cette période-là, il est prévu qu'il soit indemnisé. Donc, ce ne sera pas un salaire, mais on va l'appeler indemnisation puisqu'il ne travaille pas pendant cette période-là. Donc, pendant la suspension, le travailleur reçoit en lieu et place du salaire une indemnité décompté comme suit. Donc, s'il a moins d'1 an de présence, il va percevoir son salaire en entier pendant 1 mois et un demi-salaire pendant 3 mois. De 1 à 5 ans de présence, il aura plein salaire pendant 1 mois et demi-salaire pendant 4 mois. S'il a plus de 5 ans de présence dans l'entreprise, il a 2 mois de salaire complet et un demi-salaire pendant 5 mois. Donc ça, ce sont des indemnités qui lui sont versées, bien qu'il ne travaille pas pour cause de maladie. Donc ces indemnités sont fixées en fonction de l'ancienneté de l'employé. Autre cas de suspension, la maternité. Donc ça, c'est pour les salariés femmes. Donc la femme en état de grossesse bénéficie d'un congé dit de maternité qui constitue une suspension également de son contrat pendant 14 semaines. Donc la durée totale du congé est de 14 semaines. Les 6 premières semaines avant la date présumée de l'accouchement, elle doit arrêter de travailler et aller se reposer. Ensuite, après l'accouchement, elle a droit à 8 semaines de congé. Donc le total fait 14 semaines. Okay. Évidemment, il y a des possibilités de le prolonger si son état de santé ne permet pas la reprise de travail après les 8 semaines. Okay. Bon, elle doit produire évidemment un certificat médical qui fixe la date présumée de l'accouchement et on va commencer le décompte 6 semaines avant, 8 semaines après l'accouchement.
Alors, pendant la période de suspension, est-ce qu'elle bénéficie d'un salaire? Non. Est-ce qu'elle bénéficie d'un salaire pendant la période? Vous êtes peut-être influencé par votre collègue là. Hein? Non ou oui? Oui, hein? Elle a un salaire. Oui, elle bénéficie d'une indemnité. En fait, elle ne bénéficie pas de salaire, mais d'une indemnité journalière. Encore une fois, le salaire, c'est quand on travaille. Elle a un congé, elle ne travaille pas. Elle n'a pas droit à un salaire, mais elle a droit à une indemnité qui compense cette perte de salaire-là. Et cette indemnité n'est pas versée par l'entreprise, mais par la caisse de sécurité sociale. Pendant les 14 semaines-là, vous ne la payez pas. Okay? Elle va faire les formalités au niveau de la sécurité sociale pour prouver qu'elle est en état de grossesse avec des documents médicaux qui le justifient, avec une attestation que l'employeur lui a fournie pour dire qu'elle a cessé son travail, okay? Puisqu'elle est à 6 mois de l'accouchement, elle ne peut plus travailler, avec son dernier bulletin de paie. Elle va déposer ça à l'inspection à la caisse de sécurité sociale. Maintenant, tous les mois, la caisse de sécurité sociale va se substituer à l'entreprise pour lui verser son salaire. Okay? C'est pour ça qu'on l'appelle indemnité. C'est pour ça que c'est important pour l'employeur de verser à la caisse de sécurité sociale. C'est pour permettre justement de parer à ce type de situation-là au profit des employés. Bon, après, il y a la mise à pied du délégué de personnel qui est également encadré. Oui, il y a une question, oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de congé paternité au Sénégal? Non, pas encore. Il n'y a pas encore de congé paternité. Il me semble qu'en France, on en parle. Je ne sais pas si ça a été légiféré ou pas. Au Canada, ça existe. Hein? Au Canada, hein? Ok. Ici, par contre, je pense que les femmes sont en train de se battre aussi pour qu'on rallonge un peu la durée du congé de maternité, quoi. Bon, si le salarié également fait un accident du travail, il ne peut pas travailler. Il reste chez lui, il va se soigner. Hein? Donc là également, c'est la caisse de sécurité sociale qui se substitue à l'employeur pour payer les indemnités liées à cet accident de travail-là. Alors, pour les congés également sont une forme de suspension du travail. Donc, les congés sont régis par le Code du travail, notamment à son article L148, qui dit que le travailleur acquiert le droit au congé après une période de service de 12 mois. Donc, quand vous embauchez quelqu'un, s'il fait 12 mois, à la fin de la période de 12 mois, il a droit à se reposer, au congé. Donc la période de service est 12 mois. La durée du congé principal est de 2 jours ouvrables par mois de service. Donc tout mois travaillé, il a droit à 2 jours ouvrables de congé. S'il travaille 12 mois, il a droit donc à 24 jours ouvrables de congé. Il doit se reposer. Mais pour y avoir droit, il faut quand même qu'il totalise 12 mois de service. À partir des 12 mois maintenant, on lui demande de se reposer à hauteur de 2 jours ouvrables par mois travaillé, ce qui fait 24 jours ouvrables. C'est bon? C'est quoi un jour ouvrable? Tous les jours sauf samedi et dimanche. Donc dans la semaine, vous avez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche.
Donc ça fait 7 jours. C'est ce qu'on appelle les 7 jours calendaires, okay, du calendrier. Okay? Donc on a les 7 jours calendaires. Ensuite, on a les jours ouvrables. Les jours ouvrables, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche est un jour de repos, c'est un jour non ouvrable. Okay? Donc regardez, comme par hasard, hein, tous les jours ouvrables se terminent par 10. Le dimanche, qui est le seul jour non ouvrable, lui, il commence par 10. Donc c'est l'inverse d'un jour ouvrable. Okay? Donc si vous voulez retenir les jours ouvrables, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Hein? Ce n'est pas la loi qui le dit, hein? C'est moi qui ai eu la révélation. Voilà, c'est ça. Donc samedi est bien un jour ouvrable. Mais il peut être un jour non ouvré. Voilà. Donc si vous travaillez du lundi au vendredi, on va dire que c'est les jours ouvrés. Les jours ouvrables, c'est du lundi au samedi. Et du lundi au dimanche, vous avez les jours calendaires. Donc le samedi peut être un jour ouvrable ouvré ou un jour ouvrable non ouvré. Par exemple, dans les banques, le samedi est un jour ouvrable ouvré pour certains et ouvrable non ouvré pour d'autres entreprises. Donc dans le décompte que vous allez faire, le samedi doit faire partie des jours ouvrables. Même si dans votre entreprise, c'est un jour non ouvré. OK? Donc c'est ça le décompte des congés. En plus du repos, la personne a droit à une indemnité de congé. L'indemnité de congé, c'est 1/12 de la période de référence. Donc, il va travailler de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 12 mois. En janvier, il avait un salaire brut de 175 000. En février, peut-être il a fait des heures supplémentaires, il a 180 000. En mars, il revient à son salaire normal, éventuellement de 175 000. En avril, il peut bénéficier d'une prime qui va porter son salaire à 240 000. Ainsi de suite, et il revient peut-être à 175 000 pour le restant de l'année. OK? Donc, il a travaillé 12 mois, il a accompli ses 12 mois de service. Il a droit à un congé. Peut-être qu'en janvier 2020, il doit partir en congé, puisqu'il a travaillé du 1er janvier 2019 au 31 décembre. Donc, il a droit à 24 jours de repos ouvrables. Donc, on va compter les 24 jours ouvrables dans le mois de janvier. Il va se reposer. Il doit bénéficier d'une indemnité de congé. Comment on le calcule? On va faire la somme des salaires perçus bruts durant la période de référence. Brut, hein? Pas net. Brut sans transport. Donc, salaire de base, plus sursalaire, plus heures supplémentaires, plus prime, etc. C'est la somme divisée par 12, 1/12. Donc, c'est une moyenne, en fait. Si durant toute l'année, il n'a eu que 175 000, le salaire moyen revient au salaire mensuel. 12 fois 175 000 divisé par 12, ça fait 175 000. Mais si son salaire a connu une variation soit à la hausse ou à la baisse, donc la moyenne peut être supérieure, tout comme elle peut être inférieure au salaire normal qu'il acquiert. Donc c'est 1/12. Okay. Il n'a pas droit au transport. Pourquoi? Donc dans le calcul, on ne tient pas compte du transport, ça c'est 1. Donc dans l'indemnité qu'on va lui payer, on ne lui paiera pas non plus le transport. Pourquoi? Quand on dit exonérer, c'est on cotise là-dessus ou pas. Mais ici, il s'agit de lui verser une rémunération. Mais dans le congé, on dit on ne va pas lui verser l'indemnité de transport. Pourquoi? Parce que il ne se déplace pas. L'indemnité de transport, c'est un remboursement de frais engagés. Quand il est en congé, il ne vient pas travailler. Donc, il ne dépense pas du transport. On ne va pas lui rembourser quelque chose qu'il n'a pas supporté. Donc, il aura son salaire brut sans l'indemnité de congé.
S'il avait l'indemnité kilométrique, il ne va pas en bénéficier parce qu'il ne se déplace pas non plus. Donc sur ce salaire brut-là, on va calculer évidemment les cotisations IPRES, caisse de sécurité sociale, impôts, et on va lui verser le net. Alors, donc ça, il faut le retenir. Je pense que j'ai répondu à une question sur le mode de calcul des congés. Alors, s'il part en janvier, évidemment, il aura son salaire de décembre, à la fin du mois de décembre, plus l'indemnité de congé, qui va couvrir le mois de janvier. Donc, il va rester un mois, bon, je ne dirais pas sans salaire, puisqu'il a l'indemnité. Donc, s'il reprend le 1er février, il devra attendre le 29 février pour percevoir son salaire du mois de février. Janvier, on lui avait déjà payé à l'avance. C'est ce qu'on appelle les congés payés à l'avance. C'est au départ, hein, c'est quand il part au départ qu'on lui donne ses congés. Maintenant, certains employés peuvent dire que non, je préfère que vous attendiez mon retour pour me payer l'indemnité. C'est pour éviter pendant le mois de janvier qu'il consomme et son salaire de décembre et ses congés. Il va devoir encore travailler un mois jusqu'à la fin pour pouvoir percevoir une rémunération. Donc ça peut le léser. Pour se protéger contre cela, l'employé peut dire « Oui, je suis d'accord que vous ne me payez pas maintenant mes congés. Payez-moi juste mon mois de décembre. Je vais me reposer. À la fin de janvier, quand je vais reprendre, vous me payez l'indemnité de congé. » Bon, ça, c'est libre à lui. Hein. Sinon, vous pouvez également lui payer ses indemnités de congé au départ. On va avancer. La période de référence, donc, c'est celle comprise entre le retour du dernier congé et la date de départ de congé. Donc, s'il prend ses congés durant le mois de janvier, il reprend en février. Le principe, c'est qu'il faut travailler 12 mois pour pouvoir bénéficier des congés. Donc, il est certain que l'année prochaine, ce ne sera pas en janvier. Parce que janvier, il n'a pas travaillé. On va commencer février, mars pour faire 12 mois. Ensuite, lui donner ses congés. Voilà, il y aura toujours un décalage. Maintenant, dans la pratique, certaines entreprises ou certains employés vont vous dire « Moi, je préfère toujours partir à la même date. » Certains vous diront Magal de Touba, d'autres Tabaski, d'autres Korité, etc. Bon, ça, il ne peut pas l'imposer, mais l'employeur peut dire « Bon, je suis d'accord là-dessus, je fixe vos congés. » Mais tout en sachant qu'il ne fera pas la période de référence. Puisque entre deux Tabaski, il y aura toujours un recul. Ça ne fait pas 12 mois. Les absences également sont des cas de suspension, mais les absences autorisées. Hein. Bon, les absences autorisées également sont définies par la Convention collective nationale qui dit dans certains cas de situation de famille, vous êtes autorisé à vous absenter pendant votre mariage, le décès d'un conjoint, d'un parent, la naissance d'un enfant, le baptême, etc. Tout ça également, c'est réglementé. Le nombre de jours est défini par la Convention collective nationale interprofessionnelle. Bon, je pense qu'on va attaquer l'autre gros morceau qui fait référence à la cessation du contrat. Donc, on a vu l'embauche, l'exécution du contrat, et maintenant là, la cessation du contrat. Donc, voilà les cas qui peuvent arriver et qui peuvent mettre fin à un contrat. Donc, vous avez la démission. Donc, ça, c'est l'employé. Quand on dit démission, c'est l'employé qui démissionne, qui décide de mettre fin à un contrat de travail. Vous avez le licenciement qui est donc l'initiative de l'employeur. Vous avez dans le cas du CDD l'échéance. Donc on avait fixé l'échéance est arrivée à terme, on ne renouvelle pas, on se sépare. Donc c'est une cessation du contrat. Pour la rupture conventionnelle, c'est entre les deux parties, on décide de mettre un terme à un contrat. Le départ à la retraite également est une cessation de contrat ou les cas de force majeure. Voilà les types de ruptures qui peuvent exister dans les relations contractuelles de travail. Maintenant, on va voir cas par cas.
Dans le cas d'un CDD, le CDD ne peut être rompu que dans les cas suivants. Je suis en train de répondre en même temps à une question qui était posée en ligne, je pense, par rapport au CDD. Quelqu'un qui disait, est-ce qu'on peut mettre fin à un CDD? Okay. Voilà les cas possibles où on peut mettre fin à un CDD. L'accord des deux parties. Les deux parties conviennent de mettre un terme à un CDD. Okay. La faute lourde. Okay. L'employé a commis une faute lourde. On a donné quelques exemples. Le gardien de nuit qui dort. Celui qui fume dans des locaux inflammables. Celui qui insulte son patron, qui frappe son patron, etc. Ça, même si c'est un CDD, le patron a la possibilité de licencier l'employé pour faute lourde. En cas de force majeure, ou alors quand le contrat est devenu sans objet. Alors, vous avez recruté une femme cuisinière, donc, dans votre maison. Alors, les contrats de travail dont on parle ne sont pas valables que dans l'entreprise, hein. C'est valable pour tout employeur. Donc, dans votre domicile, si vous recrutez du personnel de ménage, cuisinière, femme de ménage, gardien, etc., ce qu'on appelle les domestiques et gens de maison, vous devez le signer un contrat. Soit un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, qui respecte exactement les conditions qu'on a citées. Alors, pour illustrer un peu le cas d'un contrat qui est devenu sans objet, donc si le propriétaire de la maison embauche une cuisinière en CDD ou en CDI, quelque temps après, peut-être que la cuisinière, elle fait bien le mal fait, le propriétaire de la maison marie la cuisinière. Le contrat demeure ou pas? Est-ce qu'elle continue d'être salariée? Ce contrat-là est devenu sans objet. Il y a les dames qui rigolent. L'inverse aussi peut arriver. Hein? Si la dame épouse le gardien de nuit, par exemple, de la maison. On ne peut pas être époux le matin et gardien de nuit là, le soir. Donc ça, c'est un contrat qui devient sans objet. Même si c'était un CDD, ce contrat-là, il est terminé. Il n'y a plus de contrat entre vous. Donc voilà les cas où on peut mettre un terme à un contrat à durée déterminée. Donc on voit bien ici qu'on n'a pas cité la démission. Donc ça veut dire que l'employé n'a pas le droit de mettre un terme à un contrat à durée indéterminée si ça ne rentre pas dans ces cas-là. Il n'a pas le droit de démissionner. Sauf maintenant s'il convient avec l'employeur de mettre un terme avant échéance à ce contrat. C'est ce qu'on appelle accord des deux parties. Donc ça, on va faire une convention, on va le signer, je vous libère. Okay? Ou alors l'employeur peut dire, je souhaiterais vraiment qu'on mette un terme à notre contrat. D'accord partie, on signe une convention. Éventuellement, on peut négocier sur les indemnités. Donc, si vous mettez un terme à un contrat à durée déterminée, le cas de l'employeur, alors que ce n'est pas d'accord partie, ce n'est pas un cas de force majeure, ce n'est pas une faute lourde, à ce moment, vous pouvez être attaqué par l'employé au niveau de l'inspection du travail. Alors, ce qui peut arriver, c'est que si c'est un contrat à durée déterminée, donc, c'est un contrat de 1 an, vous avez fait 6 mois. Vous voulez mettre un terme à ce contrat-là, sans raison valable, en tout cas par rapport à ces situations-là. On peut vous demander de payer le restant des mois qui restent, okay? Les 6 mois qui restent, okay? Et éventuellement des dommages et intérêts, puisque c'est une rupture abusive qui ne respecte pas la loi. Bon, si c'est d'accord parti, on peut dire, bon, écoutez, je vous paye les 6 mois qui restent, on fait abstraction des dommages et intérêts. Donc là, il y a une convention, vous lui versez la rémunération, il part, vous gardez votre convention comme preuve. Comme quoi, ça a été décidé d'accord parti. Donc ça, c'est une possibilité. Tout comme vous pouvez négocier un montant inférieur aussi. Hein. Quand c'est d'accord parti, en général, bon, la loi laisse l'appréciation aux deux parties. Okay? Donc j'ai répondu à la question sur la démission. Donc, dans la pratique, c'est rare de le voir, mais il peut arriver que l'employeur attaque l'employé qui est démissionnaire. Okay?
il l'attaque devant les tribunaux et maintenant le tribunal va décider le sort qui sera réservé à cette situation-là, notamment les dommages et intérêts que l'employé devra verser. Ok? Oui? Bon, par exemple, si l'employé signe un contrat, par exemple, un contrat de CCD, durée de 2 ans, à un moment, l'entreprise tombe en faillite, ou bien l'employeur, autant pour moi, rencontre des problèmes de rémunération aux employés. Est-ce que dans ce cas, l'employeur va automatiquement retrancher le contrat ou bien il va payer des indemnités aux employés? Alors, dans le cadre du contrat à durée déterminée, si on met un terme à un contrat à durée déterminée, il y a des indemnités. Si on ne décide pas de le renouveler, c'est 7% du salaire brut perçu durant la durée du contrat à durée déterminée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indemnité de fin de contrat, quand on ne décide pas de ne pas renouveler le contrat. Donc ça, c'est l'indemnité que l'employeur devra être versé. C'est pour se substituer un peu ou une sorte de réparation liée à la précarité du contrat à durée déterminée. Donc, si vous avez un contrat à durée déterminée, vous mettez fin à ce contrat-là, enfin, il arrive à terme et vous ne le renouvelez pas, vous ne le laissez pas partir comme ça. Vous devez lui verser des indemnités de fin de contrat, ce qu'on appelle l'IFC, qui est égal à 7% du salaire brut perçu durant la période de référence du contrat. Si ça ne vient pas de l'employé, si ça vient de l'employé et non de l'employeur, vous ne devez pas verser cette indemnité-là. Si vous lui proposez un CDI, il refuse, vous ne verserez pas l'indemnité. Ça, la loi est claire là-dessus.